En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row était habitée par Phileas Fogg. C'était le personnage le plus énigmatique de Londres. On le savait très riche, célibataire, mais on ne lui connaissait aucune autre activité et aucun autre titre que celui de membre du Reform Club de la capitale. Tous les matins, à 11h30 très précise, il quittait sa demeure et après avoir mis 576 fois son pied gauche devant son pied droit, avec une régularité de chronomètre, passait la porte du Reform Club au moment exact où sonnait midi. Phileas Fogg était en effet de ces gens mathématiquement exacts, et dans sa demeure de Savile Row, la vie était réglée avec un automatisme qui aurait laissé pantois quiconque aurait été admis dans son intimité. La veille, il avait donné congé à son domestique, James Forster, parce que ce garçon s'était rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Et ce matin-là, il attendait son successeur lorsqu'à l'heure exacte, on frappa à la porte. « Le nouveau, monsieur !» C'était un garçon d'une trentaine d'années, un Français. « Je m'appelle Jean, monsieur, mais on m'a surnommé Passepartout. »« Passepartout me convient, » répondit le gentleman. « On vous a mis au courant du service ?»« Parfaitement, monsieur. »« Alors installez-vous. » Et comme il était 11h30 exactement, Phileas Fogg quitta sa demeure pour se rendre au Reform Club. Passepartout était un brave garçon. Il avait exercé toutes sortes de métiers. Il avait fait de la voltige, de la gymnastique, il avait même été chanteur ambulant, écuyer dans un cirque et pompier à Paris. Après une vie d'aventure, il rêvait de calme, de tranquillité, et c'était ce souhait qui l'avait poussé à se présenter chez Phileas Fogg, dont la réputation de régularité était solidement établie dans Londres. « Je vais être ici comme un coq en pâte, comme une sucrerie dans une bonbonnière. Ah, mon brave Passepartout, fini les aventures. Ce Phileas Fogg va t'assurer une vie douillette et sans histoire. » Tandis que le brave Passepartout tenait ce raisonnement réconfortant, il était 7h moins 5, et les partenaires habituels de M. Phileas Fogg le rejoignaient dans les salons du Reform Club pour leur partie de whist quotidienne. Il y avait l'ingénieur Andrew Start, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan et Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. En somme, ce qu'il y avait de plus riche et de plus considéré dans la capitale. La conversation, ce jour-là, tournait autour d'un vol qui venait d'avoir lieu à la Banque d'Angleterre, un vol de 50 000 livres, ce qui, vu l'énormité de la somme, faisait considérer par ces messieurs le voleur non comme un voleur, mais comme un gentleman. D'ailleurs, c'était la description qu'en avaient faite les témoins. Beaucoup de distinction, une minutie exemplaire et un sang-froid inaltérable. « On ne le retrouvera jamais. »« Allons donc, répondit Ralph, l'administrateur de la Banque d'Angleterre. Les plus fins détectives du Royaume-Uni ont été lancés à ses trousses. Il n'y a plus aucun pays où ils puissent se réfugier. »« Cela est vite dit, mon cher Ralph. Mais le voleur pourrait aller plus vite que vos limiers. N'oubliez pas que la Terre a diminué depuis qu'on la parcourt 10 fois plus vite qu'avant. » Les avis sur ce sujet étaient partagés, et Phileas Fogg, calculs établis par le Morning Chronicle à l'appui, soutenait que l'on pouvait maintenant faire le tour du monde en 80 jours. À condition bien entendu que l'on ne tienne pas compte des retards inévitables et des correspondances ratées. Pas du tout. 80 jours. Incident compris? Incident compris. Je suis prêt à parier 4000 livres que ce voyage est impossible. Moi, répondit Phileas Fogg, toujours aussi imperturbable, je vous parie 20 000 livres que je le fais. Il y eut un moment de stupeur autour de la table. 20 000 livres était une somme colossale, presque la moitié de ce que l'on avait volé à la Banque d'Angleterre. « Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Fogg ?»« J'ai 20 000 livres déposés chez Baring Frères. Voici un chèque représentant cette somme. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 octobre et le train pour Douvres part à 8h45. Si le samedi 21 décembre à 8h45 du soir, soit 80 jours après, je ne suis pas de retour dans ce salon, vous n'aurez qu'à vous présenter chez Baring Frères pour encaisser ce chèque. Mais avez-vous songé que ce sont 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Et devant cette assurance tranquille, ses 5 compagnons ne purent faire autrement que de tenir le pari. 7 heures sonnaient. Vous pourriez peut-être aller préparer votre départ. Je suis toujours prêt, répondit impassible le gentleman, en distribuant les cartes pour une nouvelle partie.
Ce fut Passepartout qui fut étonné lorsqu'à 7h50, son maître, qu'il n'attendait que pour minuit, l'appela. « Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. »« Dans 10 minutes ?»« Oui, nous allons faire le tour du monde. »« Le tour du monde ?» En 80 jours. Le ciel s'écroulant sur sa tête n'aurait pas davantage anéanti le malheureux Passepartout, qui avait cru trouver enfin un havre de tranquillité. Mais les malles ?»« Pas de mal. Un sac de nuit suffira, nous achèterons le reste en route. » 10 minutes plus tard, Passepartout était prêt, et Phileas Fogg tenait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, le guide général des trains et des navires, qui lui permettrait de sauter de l'un à l'autre sans perdre un instant, et cela partout à travers le monde. Le mercredi 9 octobre, on attendait à Suez le paquebot Mongolia. 2 hommes se promenaient sur le quai au milieu de la foule. L'un était le consul de Grande-Bretagne, l'autre, petit, nerveux, était l'agent Fix, un des limiers que la Banque d'Angleterre avait lancé sur les traces de son voleur. Bien sûr, il n'avait aucune information particulière, et ce n'était que son flair qui le poussait à agir. « Si notre individu se trouve parmi les passagers du navire, il ne pourra pas m'échapper. » L'agent Fix disait précisément cela au moment où Passepartout, repérant les 2 Britanniques, s'approchait d'eux un passeport à la main pour leur demander où il pouvait le faire viser. Surprise, ce passeport donnait exactement le signalement du gentleman qui avait dévalisé la banque. « Ce passeport n'est pas à vous ?» s'étonna l'agent Fix. « Ah non, c'est celui de mon maître. Il faut qu'il se présente en personne. » Cela était d'autant moins régulier que Phileas Fogg n'avait aucun besoin de visa, et que ce n'était que pour fournir à ses collègues du Reform Club la preuve de son passage à Suez qu'il voulait le faire viser. Le consul le fit remarquer à l'agent Fix, mais il fut encore plus scandalisé lorsque ce dernier, l'assurant qu'il avait repéré le voleur de la banque, lui demanda d'empêcher Phileas Fogg de poursuivre son voyage jusqu'au moment où il aurait reçu le mandat d'arrestation. C'est absolument impossible et contraire à toutes les lois. Le consul était formel. Et lorsque Phileas Fogg vint se présenter en personne pour obtenir son visa, l'agent Fix ne put que l'observer du fond de la pièce sans pouvoir intervenir. Il s'était quand même arrangé pour apprendre que le voyageur poursuivait sur Bombay. C'est clair, c'est un malin, et il compte revenir à Londres après avoir dépisté les polices des 2 continents. Fix n'avait plus qu'une chose à faire, demander qu'on lui adresse à Bombay un mandat d'arrêt et embarquer lui aussi sur le Mongolia, histoire de ne pas perdre son client de vue. La traversée est longue de Suez à Bombay. Il fallait compter 13 jours. Croit-on que Phileas Fogg s'impatientait, se tenait continuellement informé du temps et des avaries susceptibles de retarder le navire? Pas le moins du monde. Il restait le gentleman flegmatique du Reform Club et ne sortait de la cabine que pour aller faire au salon d'interminables parties de whist, en compagnie de quelques fonctionnaires britanniques et d'un brigadier général qui rejoignait son corps à Bénarès. Passepartout, quant à lui, n'ayant rien d'autre à faire, mangeait, dormait, buvait et se promenait sur le pont. « Tiens, n'est-ce pas vous que j'ai rencontré à Suez ?» Le hasard l'avait fait tomber sur l'inspecteur Fix, qui, en bon inspecteur de police, essayait pourtant de ne pas se faire remarquer. « Et comment va monsieur Phileas Fogg ?»« Très bien, parfaitement bien. » La conversation resta là. Mais puisque le hasard les avait mis en présence, l'inspecteur Fix en profita pour nouer relation avec le brave Passepartout et tâcher d'en apprendre davantage sur son maître en l'invitant très honnêtement et très régulièrement à venir prendre un whisky au bar du navire. Ce fut le 20 octobre que le Mongolia pénétra dans la rade de Bombay. Il avait 2 jours d'avance sur son horaire, ce qui aurait dû pleinement satisfaire Phileas Fogg, qui se contenta de noter méticuleusement sur le carnet qu'il tenait depuis le départ de Londres 2 jours de gain dans la colonne des bénéfices. C'était à 4h30 du soir que les passagers avaient débarqué du Mongolia, et le train pour Calcutta partait à 8h précises. Ne se souciant de visiter ni la magnifique bibliothèque, ni les bazars, ni les mosquées, ni la splendide pagode de Malabar Hill, Phileas Fogg, après avoir fait viser son passeport, se fit conduire directement à la gare et se fit servir à dîner. Le maître d'hôtel lui ayant recommandé une certaine giblotte de lapin du pays, il l'accepta, la goûta consciencieusement, mais, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. « Monsieur, dit-il au maître d'hôtel en le regardant fixement,
Êtes-vous sûr que ce lapin n'a pas miaulé lorsqu'on l'a tué? Miaulé? Un lapin? Oh, my lord, je vous jure! Ne jurez pas, monsieur le maître d'hôtel. Et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, my lord? Peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, Monsieur Fogg continua tranquillement à dîner. Pendant ce temps, l'inspecteur Fix avait couru chez le directeur de la police de Bombay. Le mandat d'arrêt n'était pas arrivé, et le directeur ne voulut rien entendre pour lui délivrer un mandat d'amener qui lui aurait permis de retenir son client quelques jours à Bombay. Ça n'était pas de son sort, et il entendait rester dans la légalité. Le malheureux inspecteur n'avait plus qu'à recommencer sa filature, en se demandant jusqu'où cela allait le conduire, car si Passepartout avait dit vrai, et si Phileas Fogg était un original qui faisait le tour du monde, il n'avait pas fini de voyager. Passepartout, lui, après avoir acheté quelques chemises et quelques chaussettes, se promenait dans la ville. Un moment, il avait été intéressé par des danseuses se donnant en spectacle à l'occasion d'un carnaval religieux, puis il avait été tenté par la visite de l'admirable pagode de Malbar Hill. Ce que le malheureux ignorait, c'est que l'entrée de certains édifices hindous est formellement interdite aux chrétiens, et, qui plus est, que les hindous eux-mêmes n'y pénètrent jamais sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. À peine eut-il fait quelques pas que 3 prêtres se précipitèrent sur lui et le renversèrent sur les dalles sacrées. Le Français, qui était vigoureux et agile, se dégagea vivant, et en jouant des poings parvint à prendre la fuite, non sans avoir laissé entre les mains de ses agresseurs ses chaussures et le paquet de ses emplettes. À 8h moins 5, essoufflé et penaud, il se trouvait à la gare. L'inspecteur Fix s'y trouvait aussi. Adroitement, il avait pu apprendre que M. Fogg allait à Calcutta, et il s'était procuré lui aussi un billet. Cependant, lorsqu'il entendit Passepartout faire le récit de sa mésaventure, il se ravisa. « Je reste. » Les autorités britanniques, en effet, étaient très sévères envers ceux qui violaient la religion du pays. Il avait peut-être trouvé un moyen d'obliger Phileas Fogg à rester en Inde tant que le mandat d'arrêt ne lui serait pas parvenu. Le train était parti à 8 heures précises. Passepartout se trouvait dans le même compartiment que son maître, et un heureux hasard y avait amené aussi le brigadier général, Sir Francis Cromarty, grand amateur de whist, dont Phileas Fogg avait déjà fait connaissance à bord du Mongolia. C'était un homme d'une 50aine d'années qui avait beaucoup plus vécu en Inde qu'en Angleterre et qui aurait pu être un guide parfait pour Phileas Fogg si ce dernier avait été tenté de découvrir le pays. Seulement, il passait, indifférent à ce qu'il pouvait voir et se contentant de passer. Les cartes en main, Sir Francis Cromarty en était arrivé à définir son partenaire comme un corps parcourant une orbite autour du globe terrestre. Il en était même arrivé à se demander si dans ce corps battait un cœur, et si Phileas Fogg était capable d'un autre sentiment que le respect de l'horaire. Tout, au demeurant, semblait indiquer qu'il serait respecté cet horaire, et qu'on arriverait à Calcutta dans les temps prévus. À chaque station, le train s'arrêtait et repartait à l'heure, de telle sorte que le lendemain, 22 octobre... Mais voilà que sans aucune explication, ni prévision, le train, à 8 heures du matin, s'arrêta à 15 milles en avant de la station de Rothal, au beau milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows. « Les voyageurs descendent! Les voyageurs descendent !» cria le conducteur du train en remontant la ligne des wagons. Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty, qui lui non plus ne semblait rien comprendre. « Plus de train! Plus de train !» leur cria un indigène qui remontait la voie. « Comment plus de train ?» C'était très simple. La ligne n'était pas terminée. « Pas terminée ? Mais les journaux ont annoncé l'ouverture complète, répliqua Sir Francis, qui commençait à s'énerver. Les journaux s'étaient tout simplement trompés. Et le brigadier général ne put s'empêcher de faire remarquer à Phileas Fogg que ce contretemps était préjudiciable à son projet. « Absolument pas, Sir Francis. »« Quoi, vous saviez que la voie... En aucune façon. Mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait un jour ou l'autre sur ma route. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes que le 22. Nous arriverons donc à temps à Calcutta. » Il restait à savoir comment. Les voyageurs qui étaient au courant de l'interruption de la ligne s'étaient emparés des véhicules disponibles dès l'arrêt du train, et il ne restait même plus une charrette tirée par des zébus. J'irai à pied. Passepartout, que cette perspective n'enthousiasmait pas du tout, et qui la sentait arriver,
était parti de son côté à la découverte. « J'ai peut-être un moyen, monsieur. »« Ah, un éléphant. » C'était un éléphant qui appartenait à un Indien, logé à 2 pas de là, mais un éléphant que l'on élevait pour le combat. Une bête superbe au demeurant, et qui, par bonheur, n'était pas fini d'élever, ce qui pouvait laisser espérer qu'il n'avait pas encore tout à fait perdu sa douceur naturelle. Le problème était surtout que son propriétaire ne voulait pas le louer. « Je vous l'achète !» Il ne voulait pas non plus le vendre. Mais lorsque Phileas Fogg lui proposa 2000 livres, le marché fut immédiatement conclu. Il ne restait plus qu'à trouver un guide. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services, et lorsqu'il eut placé sur le dos de la bête les 2 espèces de cacolets qui devaient servir à transporter les passagers, Phileas Fogg proposa à Sir Francis Cromarty de faire partie de l'expédition. On acheta des vivres, Sir Francis prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre, Passepartout se mit à califourchon sur le dos de la bête, et le Parsi se jucha sur son cou. À 9 heures précises, l'animal quittant la bourgade s'enfonçait au plus court dans la forêt de Latanier. Il aurait été difficile de dire que le voyage s'effectuait dans des conditions confortables, mais on avançait, et c'était l'essentiel. À la fin de la journée, on avait parcouru 25 milles, et la nuit s'écoula calmement malgré le froid et quelques rugissements de panthères. Le lendemain, on n'était plus qu'à 12 milles d'Allahabad, où l'on pourrait reprendre le chemin de fer, lorsque vers 4 heures, l'éléphant donna quelques signes d'inquiétude, puis s'arrêta. « Qu'y a-t-il » demanda Sir Francis. « Je ne sais pas, » répondit le Parsi. Un murmure indéfinissable se faisait entendre dans le lointain, une sorte de concert de voix humaines et d'instruments de cuivre. Le Parsi sauta à terre et conduisit l'éléphant au plus profond d'un fourré. « C'est une procession de brahmanes. Il vaut mieux ne pas être vu. » En fait de procession, c'en était une, mais d'un genre particulier, et comme on ne peut en voir qu'en Inde. Une cohorte de prêtres, de gardes, de fakirs, escortait jusqu'au bûcher, où ils allaient être brûlés, le cadavre d'un vieux Raja et sa jeune femme, qui, elle, était vivante. « Nous ne pouvons pas laisser faire cela, » dit calmement Phileas Fogg. C'était traditionnellement aux premières lueurs de l'aube qu'avait lieu le sacrifice. Pour agir, les voyageurs pouvaient donc attendre la nuit, car bien entendu, il était impossible d'intervenir en plein jour au milieu de cette multitude. Mais attendre la nuit, c'était risquer de ne pas atteindre Allahabad avant le départ du train. « J'ai encore 12 heures d'avance, je peux les consacrer à cela. »« Vous êtes donc un homme de cœur, » dit Sir Francis Cromarty. « Quelquefois, quand j'ai le temps. » À la nuit, il s'avéra très vite impossible d'approcher du temple, où la malheureuse épouse du Raja avait été enfermée. « J'ai l'impression que nous n'avons plus qu'à partir, » constata le brigadier général. « Attendez, il suffit que je sois à Allahabad demain avant midi. Dans quelques heures, le jour va se lever. Il se peut que la chance se présente à ce moment suprême. » Phileas Fogg n'avait pas tout à fait tort. Mais le plus remarquable, c'était que cet Anglais impassible risquait de perdre son pari et sa fortune pour une femme qu'il ne connaissait même pas. Avant même que la clarté du jour se dessine sur l'horizon, la foule qui entourait le temple sortit de sa léthargie. On ouvrit les portes de la pagode et le cortège se mit en marche vers le bûcher. La malheureuse tenta d'échapper à ses bourreaux, mais ce fut en vain, et le brigadier général, Sir Francis, se rendit compte qu'auprès de lui, Phileas Fogg tenait dans la main un couteau ouvert. Le corps du Raja était couché sur le bûcher. On étendit sa veuve inerte et probablement droguée auprès de lui. Mais au moment où les flammes commencèrent à s'élever, le Raja se souleva sur sa couche mortuaire, prit sa femme dans ses bras et d'un bond prodigieux se sauva avec elle. C'était Passepartout qui avait pris sa place. Et lorsque la multitude de prêtres, de fakirs et de gardes revinrent de leur épouvante, il était déjà sur l'éléphant qui courait à travers la forêt, avec sur son dos le Parsi, Sir Francis, Phileas Fogg et bien entendu, les 2 échappés du bûcher. Phileas Fogg n'avait même pas raté son train, et, en guise de pourboire, le jeune Parsi eut l'éléphant, ce qui le mettait à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. Ce fut la jeune victime qui fut étonnée de reprendre connaissance dans un compartiment de chemin de fer. Il n'était pas question pour Phileas Fogg de laisser la jeune femme en Inde, elle avait commis un sacrilège en se dérobant à son exécution, et les sectes sans aucun doute la retrouveraient pour le lui faire payer.
Il fut donc convenu qu'elle viendrait jusqu'à Hong Kong, où justement un de ses oncles, négociant très aisé, pourrait la recueillir et où elle ne risquerait plus rien. À Bénarès, le brigadier général, Sir Francis Cromarty, qui était arrivé à destination, quitta ses compagnons et le voyage continua le long de l'admirable vallée du Gange, dont il faut bien le reconnaître, Phileas Fogg, seulement préoccupé de son horaire, ne regarda rien. Le 25 octobre, à 7 heures du matin, Calcutta était atteint. Les voyageurs avaient perdu leur 2 journées d'avance, mais ils étaient dans les temps et rien ne s'opposerait à ce qu'ils puissent embarquer sur le Rangoon, qui devait quitter le port à midi pour Singapour et pour Hong Kong. Rien, en principe. À peine les voyageurs avaient-ils quitté leur wagon qu'un policeman s'approcha d'eux. « Monsieur Phileas Fogg ?»« C'est moi. »« Cet homme est votre domestique ?»« Oui, monsieur. » « Veuillez me suivre tous les deux. » 20 minutes plus tard, ils attendaient de comparaître devant le tribunal de Calcutta. On perdit encore quelque temps, car le juge et le greffier s'étaient trompés de perruque, et l'audience commença. Phileas Fogg était convaincu que c'était à cause de l'enlèvement de la jeune hindoue qu'on les faisait comparaître, surtout que parmi les plaignants se trouvaient 3 prêtres. Il s'apprêtait à révéler quel ignoble sacrifice ces hommes allaient commettre, lorsque le juge présenta devant le tribunal le corps du délit. C'étaient les chaussures de Passepartout. L'affaire avait été montée par l'inspecteur Fix, qui avait décidé les 3 prêtres à porter plainte pour violation de lieux saints, et qui comptait sur cet incident pour retenir Phileas Fogg à Calcutta jusqu'au moment où le mandat d'arrêt lui serait enfin parvenu. Dissimulé dans un coin, il fut tout heureux d'entendre que Passepartout était condamné à 15 jours de prison, et son maître, qui suivant la loi était responsable de ses agissements, à 8. « J'offre caution », intervint froidement Phileas Fogg. C'était son droit. Et au grand désespoir de Fix, les 2 hommes purent recouvrer leur liberté lorsque Phileas Fogg eut réglé les 2000 livres demandés. Il ne restait plus à l'inspecteur qu'à se précipiter pour prendre lui aussi passage à bord du Rangoon. Le Rangoon était un navire beaucoup moins rapide que le Mongolia, et cela d'autant plus que la mer cette fois était déchaînée. L'inspecteur Fix, enfermé dans sa cabine, passait ses journées à calculer les sommes que déjà Phileas Fogg avait dépensées, et qui, d'après lui, manqueraient à la Banque d'Angleterre. Quant à Phileas Fogg, faute d'avoir rencontré un joueur de whist, il tenait compagnie à la jeune femme, accomplissant envers elle les devoirs de la politesse la plus stricte, mais avec la grâce et l'imprévu d'un automate dont les mouvements auraient été combinés pour cet usage. Elle lui avait raconté qu'elle s'appelait Aouda, que ses parents, de riches négociants de Bombay, lui avaient fait donner une éducation absolument anglaise, et que, devenue orpheline, elle avait été mariée malgré elle au vieux Raja de Bundelkund, mort seulement 3 mois après le mariage. L'escale à Shanghai s'effectua sans aucun problème, Fix n'ayant pas matériellement le temps d'y recevoir son mandat d'arrêt. Par contre, il put en profiter pour demander par télégraphe que ce mandat lui soit expédié à Hong Kong. C'était sa dernière chance d'arrêter le voleur de la Banque d'Angleterre. Car si Phileas Fogg poursuivait son voyage sur le Japon et sur les États-Unis, ces pays ne faisant pas partie de l'Empire britannique, il ne pourrait pas y opérer. Il était donc absolument nécessaire de retenir Phileas Fogg à Hong Kong, dernier territoire anglais traversé, avant que l'on ne revienne en Angleterre. Enfermé dans sa cabine, l'inspecteur Fix conçut un projet audacieux. Mettre Passepartout, qui paraissait être un honnête homme, au courant du vol dont on soupçonnait son patron. Pour cela, il fallait commencer par sortir de la cabine et aller se promener sur le pont. Ce fut un risque que Fix n'hésita pas à prendre, et Passepartout, étonné de le rencontrer à nouveau, en vint à se demander si ce suiveur perpétuel n'était pas tout simplement un émissaire des membres du Reform Club, chargé de s'assurer que Phileas Fogg effectuait véritablement le voyage. Cela le déçut énormément, et l'annonce par Fix qu'il était un inspecteur de police, traquant son patron soupçonné d'avoir dévalisé la Banque d'Angleterre, lui parut un argument assez misérable pour masquer la vérité. À Hong Kong, le Rangoon avait pris 24 heures de retard. Par bonheur, le départ du Carnatic, qui devait les transporter jusqu'à Yokohama, avait été lui aussi retardé de 24 heures à la suite d'une avarie de chaudière. La correspondance était donc assurée. Par contre, Madame Aouda, la jeune veuve indienne, apprit que son oncle avait quitté la ville et qu'il était allé s'installer en Angleterre. Elle se trouvait donc dans l'obligation d'accepter la proposition de Phileas Fogg de l'accompagner jusqu'au bout.
Le mandat d'arrêt, bien entendu, n'était pas arrivé. Il fallait donc absolument que l'inspecteur Fix retienne son suspect à Hong Kong, et le misérable ne lésina pas sur les moyens. Passepartout, qui avait été envoyé auprès de la compagnie pour s'enquérir de l'heure exacte du départ du Carnatic, revenait pour annoncer à son maître que ce départ avait été avancé au soir même, à 8 heures, au lieu du lendemain matin. Il était encore très tôt dans l'après-midi, et lorsqu'il rencontra l'inspecteur Fix, le brave Passepartout se dit qu'il avait le temps d'accepter le verre qu'on lui offrait avant d'aller prévenir son maître. Malheureusement, ce fut dans une fumerie d'opium que l'infâme inspecteur conduisit son invité. Une demi-heure plus tard, il gisait sans connaissance sur un des nombreux divans. Et lorsque le lendemain matin, un peu avant 8 heures, Phileas Fogg, accompagné de Madame Aouda, se présenta à l'embarquement, ce fut pour apprendre que le Carnatic était parti depuis la veille. Il n'y avait pas d'autre navire avant 8 jours. « C'est un incident, madame, rien de plus », se contenta de répondre Phileas Fogg à Madame Aouda qui le regardait avec inquiétude. Ce fut à ce moment-là que l'inspecteur Fix apparut. « N'êtes-vous pas comme moi, monsieur, un des passagers du Rangoon arrivé hier ?»« Oui, monsieur, mais je n'ai pas l'honneur. »« Pardonnez-moi, mais je croyais trouver votre domestique ici. Vous savez où il est ?» interrogea vivement la jeune femme qui cachait moins bien que Phileas Fogg son inquiétude de ne pas avoir vu Passepartout reparaître. « Comment, il n'est pas avec vous ?» repartit Fix, feignant la surprise. « Et vous comptiez vous aussi embarquer sur le Carnatic, je suppose ?»« Oui, monsieur. »« Nous en sommes quittes pour attendre 8 jours à Hong Kong ?»« Je ne le pense pas, » répondit simplement Phileas Fogg. Et cette réponse inquiéta sérieusement l'inspecteur Fix. Il doit certainement être possible de trouver un bateau dans ce port. 1 heure plus tard, Phileas Fogg avait trouvé le patron d'une barque de 20 tonneaux qui, moyennant une assez grosse somme, se proposait de les conduire non à Yokohama, qui était beaucoup trop éloigné, mais à Shanghai, d'où, avant d'aller faire escale à Yokohama et à Nagasaki, partait le navire qui devait les amener à San Francisco. « Si vous voulez, monsieur, profiter de l'occasion, » dit Phileas Fogg, en se tournant vers l'inspecteur Fix. L'inspecteur Fix fut un peu gêné de devoir accepter cette offre et de voyager aux frais de sa future victime, mais il n'avait pas l'embarras du choix s'il voulait continuer sa filature. 1 heure plus tard, la Tankadère, c'était le nom de la barque, prenait la mer. Il n'y avait pas à bord, bien sûr, le confort d'un paquebot, mais c'était un courageux petit navire qui filait remarquablement et son patron, John Bunsby, connaissait merveilleusement son métier. Une prime de 200 livres lui avait été offerte s'il arrivait à temps, et cette prime, payée d'après l'inspecteur Fix par la Banque d'Angleterre, décupla sa science de la mer. Le 11 novembre, à 7 heures du soir, malgré les vents contraires qu'elle avait rencontrés et la tempête qu'elle avait dû essuyer, la Tankadère arrivait en vue de Shanghai pour apercevoir le navire américain qui devait les conduire à San Francisco sortir du port. « Malédiction !» s'écria John Bunsby, qui voyait s'enfuir les 200 livres de la prime. « Les signaux !» répondit calmement Phileas Fogg, en montrant le canon de bronze qui se trouvait à l'avant de la barque pour prévenir partant de brume. Le canon fut chargé jusqu'à la gueule. « Le pavillon en berne !» commanda Phileas Fogg, avant que le feu ne soit mis. Le pavillon fut amené à mi-mât, et le canon tonna. Lorsque le soir du 7 novembre, Passepartout avait vaguement émergé des vapeurs de l'opium, il s'était rendu compte qu'il était presque 8 heures et que le Carnatic allait appareiller. Titubant encore, il s'était précipité vers le port, avait embarqué, et s'était senti à ce moment-là débarrassé d'une énorme angoisse. « Enfin, je n'ai pas raté le bateau, qu'est-ce que mon maître aurait dit ?» Et cela, sans se rendre compte que c'était son maître qui l'avait raté le bateau, puisqu'il ne lui avait pas été annoncé que le départ avait été avancé. Lorsqu'il s'en rendit compte, et que surtout, il eut constaté que ni Phileas Fogg ni Madame Aouda ne se trouvaient à bord, le brave garçon fut désespéré, autant pour son maître d'ailleurs que pour lui-même, car à l'arrivée à Yokohama, il allait se retrouver sans un sou. Cette perspective le fit manger 2 fois plus pendant tout le voyage pour faire des réserves. Cette traversée-là avait été payée d'avance et il fallait en profiter. Les choses devinrent beaucoup plus graves lorsqu'il eut débarqué. Son premier repas, le lendemain, après avoir tenu toute la journée avec le ventre creux, il l'assura en vendant ses vêtements européens et en les remplaçant par de vieux vêtements chinois. Quant à la suite, il envisageait de l'assurer en se faisant chanteur des rues,
lorsque son attention fut attirée par une immense affiche qu'une sorte de clown promenait dans les rues de Yokohama. Troupe japonaise acrobatique de l'honorable William Batulcar, dernière représentation avant leur départ pour les États-Unis d'Amérique des longs-nez sous l'invocation directe du dieu Tingu. Les États-Unis d'Amérique, voilà son affaire. C'était le moyen de se faire rapatrier sans bourse déliée. Et Passepartout ne perdit pas un instant pour aller se présenter à l'honorable Batulcar. « Vous êtes vigoureux ? Surtout quand je sors de table. Et vous savez chanter ? Bien entendu. Mais savez-vous chanter la tête en bas, avec une toupie tournante sur la plante du pied gauche et un sabre en équilibre sur la plante du pied droit ? Parbleu ! Je n'ai jamais fait que ça. » L'engagement fut conclu à l'instant même, et le soir, la représentation annoncée à grands coups de cymbales japonaises commença. Il s'agissait pour Passepartout, enfilé dans un vêtement de plume qui lui donnait en tout point l'air d'un oiseau, d'être en compagnie de quelques autres longs-nez la base d'une pyramide humaine, à l'aide d'un nez d'au moins 1,20 m de longueur dont on l'avait affublé. Au signal, il courut se coucher sur le dos en compagnie de quelques camarades, le nez en l'air. D'autres acrobates vinrent fixer l'extrémité de leur appendice nasal, et cela jusqu'à former une pyramide s'élevant jusqu'au cintre de la salle. Les applaudissements que méritait cet exploit s'élevaient, lorsque brusquement, un nez de la base venant à manquer, la pyramide s'écroula. C'était Passepartout qui, venant d'apercevoir son maître dans l'assistance, avait tout lâché pour se précipiter vers lui. « Vous ? Moi !»« Eh bien, dans ce cas, au paquebot, mon garçon. » Ce fut tout ce que Phileas Fogg trouva à lui dire, et un instant plus tard, toujours déguisé en oiseau, Passepartout montait à bord du général Grant qui devait le conduire à San Francisco. La ruse devant Shanghai avait réussi. Au bruit du canon et à la vue du drapeau en berne, le général Grant s'était détourné. Les voyageurs avaient pu monter à bord et le patron John Bunsby encaisser les 200 livres de la prime. L'exploit, c'était qu'à cet instant, Phileas Fogg n'avait pas un jour de retard sur son horaire. Comme il se trouvait sur la Tankadère au moment où Phileas Fogg avait fait tirer le canon, l'inspecteur Fix se trouvait lui aussi à bord du général Grant. Les premiers jours, Passepartout ne l'aperçut pas, mais lorsqu'il le découvrit sur le pont promenade, son premier réflexe fut de lui sauter à la gorge et d'administrer au malheureux inspecteur une volée qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout eut été soulagé, l'inspecteur Fix, en assez mauvais état, le regarda froidement. « Est-ce fini ? » ?»« Oui, pour l'instant. »« Alors venez me parler. Que je... dans l'intérêt de votre maître. » Maintenant qu'il se trouvait hors de la juridiction britannique, l'inspecteur Fix ne pouvait plus rien faire contre Phileas Fogg. Il avait, au contraire, tout intérêt à ce qu'il revienne le plus vite possible en Angleterre. Et s'il ne renonçait pas pour autant à le filer, il entendait pour l'instant faire son possible pour l'aider. Votre intérêt est d'ailleurs pareil au mien, car ce n'est qu'en arrivant en Angleterre que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Sommes-nous amis ? Amis, non, répondit Passepartout. Disons plutôt alliés, et sous bénéfice d'inventaire. Car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. Le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de San Francisco. Il était 7 heures du matin quand Phileas Fogg, Madame Aouda et Passepartout prirent pied sur le continent américain, si toutefois on peut donner ce nom au quai flottant sur lequel ils débarquèrent. Passepartout, dans sa joie de toucher enfin la terre ferme, crut devoir opérer son débarquement en exécutant un saut périlleux du plus beau style. Le quai étant vermoulu, il faillit passer au travers. C'était à 6 heures du soir que le Pacific Railroad, le Grand Trunk, comme l'appelaient les Américains, devait quitter San Francisco pour transporter les voyageurs de l'océan Pacifique jusqu'à l'océan Atlantique. Ils disposaient donc de toute une journée pour visiter la ville, et ils auraient mieux fait de s'en abstenir, car à peine arrivés dans Montgomery Street, ils furent pris dans une foule énorme qui brandissait des bannières et des banderoles. « Hurrah pour Camerfield !» criait-on de toutes parts. « Hurrah pour Mandy Boy !» C'était un meeting comme seuls les Américains savent en organiser. Bousculés, malmenés, les 4 voyageurs se trouvèrent brusquement en face d'un énergumène qui, sans autre forme de procès, et tout simplement parce que sa tête ne lui revenait pas, administra un gigantesque coup de poing sur la tête du malheureux Fix. « Yankee !» dit simplement M. Fogg, en lançant à l'adversaire un regard de profond mépris. « Englishman !» répondit l'autre. « Nous nous retrouverons, quand il vous plaira, votre nom ?» Phileas Fogg. « Le vôtre ?»« Colonel Stamp W. Procter. »
On ramassa le malheureux Fix, qui était tombé à la renverse, et ce fut chez un marchand de confection, où ils s'étaient rendus pour remplacer leurs vêtements en lambeaux, que les voyageurs apprirent que cet invraisemblable meeting ne concernait que l'élection d'un juge de paix. À 6 heures, le Pacific Railroad quittait San Francisco. Le wagon occupé par Phileas Fogg était une sorte de long omnibus dans lequel, le soir, on abaissait les dossiers des sièges pour les transformer en de confortables couchettes, séparées les unes des autres par de lourdes tentures. Il fallait bien cela pour un voyage qui devait durer 7 jours et 8 nuits. Les wagons communiquaient entre eux par de larges plateformes qui permettaient de passer de l'un à l'autre pour se rendre au wagon-terrasse, au wagon-salon, au wagon-restaurant, ce qui permettait à des marchands de circuler d'un bout du train à l'autre pour proposer des journaux, des boissons, des cigares. Passepartout, pour sa part, était assis auprès de l'inspecteur Fix, qui, bien entendu, était du voyage. Mais il n'y avait plus d'intimité entre les deux hommes, et ils regardaient machinalement le paysage défiler sous leurs yeux. Sauf pour Phileas Fogg, toujours imperturbable, les heures finissaient par manquer de distraction. Aussi, lorsque le 6 décembre, un homme vêtu de noir monté à la station d'Elko parcourut le train pour placer dans chaque wagon une petite affichette écrite à la main, Passepartout se leva pour aller la lire. L'honorable William Hitch, missionnaire mormon, annonçait que, profitant de sa présence dans le train numéro 48, il ferait de 11h à midi, dans le wagon numéro 117, une conférence sur le mormonisme. Passepartout ne connaissait du mormonisme que la possibilité qu'il accordait aux fidèles d'avoir plusieurs femmes, mais c'était du moins pour lui l'occasion de passer un moment. Et à 11h, il était assis au premier rang de la voiture 117, en compagnie de quelques désœuvrés de son espèce. À l'heure dite, le missionnaire attaqua avec une autorité peu commune. Je vous le dis, moi, que Joe Smith est un martyr, que son frère Hiram est un martyr, et que les persécutions du gouvernement de l'Union contre les prophètes vont faire également un martyr de Brigham Young. Qui oserait soutenir le contraire? Personne ne s'y risqua. Par contre, sans doute impressionnés par l'éclat de la voix et craignant pour leur tympan, quelques voyageurs n'attendirent pas davantage pour quitter le wagon. Tandis que l'honorable Hitch continuait, toujours sur le même ton, à mélanger l'histoire du peuple d'Israël avec la polygamie, le martyre de Joseph Smith et la tribu de Joseph, les désœuvrés, édifiés, désertèrent de plus en plus nombreux la voiture 117, et bientôt, Passepartout, assis au premier rang, s'y retrouva seul, en face du prophète déchaîné. « Et vous, mon fidèle !» s'exclama le missionnaire qui venait de tonner sur le sort que l'on avait fait au prophète Brigham Young, mis en prison pour ne pas avoir planté sa tente au bon endroit. « Et vous, mon fidèle, planterez-vous la vôtre à l'ombre de notre drapeau ?» « Non !» répondit bravement Passepartout, et s'enfuyant à son tour, il laissa l'énergumène prêcher dans le désert. Pendant ce temps, le train qui avait longé le lac Salé continuait sa course à travers les montagnes. Le 7 décembre, il avait dépassé la gare de Green River et approcha du pont de Medicine Bow lorsqu'à 2h de l'après-midi, il s'arrêta. Le pont de Medicine Bow était ébranlé et le train ne pouvait pas passer. Ce fut bien entendu la colère parmi les voyageurs. Et celui qui criait le plus fort était le colonel Proctor, celui qui avait assommé Fix à San Francisco. Lui aussi avait pris le train. Cela n'annonçait pas des heures tranquilles, car lui et Phileas Fogg avaient juré de se retrouver. Pour l'instant, en tout cas, il fallait trouver le moyen de passer, car traverser à pied et attendre de l'autre côté faisait perdre au moins 6 heures. « Il y a peut-être un moyen », hasarda le mécanicien du train, un Yankee nommé Forster. C'était de faire marche arrière, puis de prendre le maximum de vitesse possible et de lancer le train sur la voie pour qu'il passe avant que le pont ne s'écroule. L'expérience était risquée, mais tout le monde fut d'accord pour la tenter. On recula, on lança le train à pleine vitesse, et il passa, faisant s'écrouler le pont derrière lui. Les 6 heures n'étaient pas perdues, mais un danger bien plus grave planait sur les voyageurs. Phileas Fogg, qui pendant les discussions sur les dispositions à prendre n'avait pas quitté sa place, ne s'était pas rendu compte de la présence à bord du colonel Proctor. Le colonel, lui non plus, n'avait pas aperçu Phileas Fogg. Mais tandis que les voyageurs jouaient au whist, il avait remonté le train et, sans reconnaître Phileas Fogg,
s'était placé derrière son fauteuil pour suivre le jeu. « Moi, je jouerai carreau », intervint-il au moment où le membre du Reform Club s'apprêtait à jouer le pique. Phileas Fogg se retourna et les deux hommes se reconnurent. « Ah, c'est vous, monsieur l'Anglais, qui voulez jouer pique. Et qui le joue ?» répondit froidement Phileas Fogg en abattant un 10 de cette couleur. « Vous n'entendez rien à ce jeu. Peut-être serais-je plus habile à un autre, répondit Phileas Fogg en se levant. Il n'était pas question de faire arrêter le train pour se battre en pleine nature, alors les deux hommes, d'un commun accord, décidèrent de se rendre dans le dernier wagon, de demander poliment aux passagers de s'absenter quelques instants et de s'y battre au pistolet. Des pistolets dont d'ailleurs ils étaient tous abondamment pourvus, car on ne traverse pas le pays des Indiens sans être raisonnablement armé. L'inspecteur Fix et Passepartout, très inquiets, attendaient derrière la porte du wagon que les coups de feu éclatent, lorsqu'ils éclatèrent en effet, mais pas dans le wagon. Une troupe de Sioux attaquait le train comme des sauvages. En un instant, ce fut la mêlée générale. Les duellistes firent le coup de feu l'un à côté de l'autre. On tira par toutes les fenêtres, mais cela n'empêcha pas les Sioux de prendre d'assaut le train et de s'accrocher en de véritables grappes humaines au wagon. Les voyageurs étaient perdus si le train ne s'arrêtait pas à la prochaine station, qui se trouvait justement à proximité du fort Kearney, ce qui aurait permis une intervention des troupes. Malheureusement, il était clair que le mécanicien et le chauffeur de la locomotive avaient été mis hors de combat dès le début de l'affrontement. Passepartout n'hésita pas. Ouvrant une portière sans être vu des Indiens, il se glissa sous les wagons et, passant de l'un à l'autre, parvint à décrocher la barre d'attelage de la locomotive qui continua sa route, tandis que le train commençait à ralentir. Les passagers étaient sauvés, car les Indiens, sachant que la troupe se trouvait à proximité, ne demandèrent pas leur reste et s'enfuirent, en emmenant malheureusement quelques prisonniers. Parmi eux, on se rendit vite compte qu'il y avait Passepartout. « Je le ramènerai », dit Phileas Fogg, qui s'en était tiré jusque-là sans une égratignure, alors que le colonel Proctor était gravement blessé. « Monsieur, si vous le permettez, je viendrai avec vous. » C'était l'inspecteur Fix qui avait parlé. Un peu parce qu'il appréhendait de se séparer de son suspect, un peu parce qu'il était malgré tout un homme de devoir. « Non, monsieur, vous resterez auprès de Madame Aouda pour veiller sur elle, au cas où il m'arriverait quelque chose. » Cette réponse, on s'en doute, eut le don de plonger le malheureux inspecteur dans une peur subite. Et si Phileas Fogg mourait, à quoi lui aurait-il servi de faire derrière lui le tour du monde? Ce fut finalement en compagnie d'un détachement de la cavalerie que Phileas Fogg partit à la recherche des prisonniers. Le lendemain, il les ramenait avec Passepartout. Mais entre-temps, le train était reparti. Et pour avoir accompli ce qu'il considérait être son devoir, l'impassible gentleman semblait avoir perdu son pari. Quand passe le prochain train? Ce soir seulement. Cela représentait 20 heures de retard. Très sérieusement, monsieur, vous êtes pressé? Très sérieusement. J'ai peut-être un moyen de vous tirer d'affaire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'était l'inspecteur Fix qui avait parlé. La façon dont s'était conduit Phileas Fogg l'avait impressionné, et même s'il n'était pas ébranlé dans sa conviction, il avait véritablement envie de l'aider. Un homme m'a proposé un traîneau à voile. C'était un moyen de locomotion assez insolite, dont le propriétaire affirmait que si le vent était bon, il pouvait atteindre en 5 heures Omaha, où s'arrêtaient de nombreux trains en direction de Chicago et New York. Dans la situation dans laquelle il se trouvait, Phileas Fogg n'avait pas le choix. Et 1 heure plus tard, les 4 voyageurs entassés sur le traîneau et enfouis sous d'épaisses couvertures glissaient sur la glace, poussés par une voile qui n'avait rien à envier à celle d'un brick. 5 heures plus tard, le pilote du traîneau amenait la voile et s'arrêtait devant un amas de toits recouvert de neige. « Nous sommes arrivés !» Un train allait partir et les 4 voyageurs n'eurent que le temps de se précipiter à son bord pour traverser avec rapidité l'Iowa, passer le Mississippi, entrer dans l'Illinois et arriver le lendemain soir à 4 heures à Chicago, où un train se trouvait en partance pour New York. Le lendemain, à 11h15 du soir, ils s'arrêtaient sur la rive droite de l'Hudson, à l'endroit même où étaient amarrés les steamers en partance pour l'Europe. Le China à destination de Liverpool était parti depuis 45 minutes. C'était avec lui pour Phileas Fogg le dernier espoir d'atteindre Londres dans les délais de son défi qui s'était envolé. Passepartout était désespéré, Madame Aouda regardait le gentleman avec des yeux noyés de larmes,
Mais celui-ci, dans cette situation pourtant irréversible, gardait tout son calme. « Nous aviserons demain. » Et l'on partit à la recherche d'un hôtel. Le seul qui dormit fut Phileas Fogg. Le lendemain, à 7 heures du matin, il errait sur le port, à la recherche d'un navire en partance. Il y en avait en très grand nombre, mais à voile. Et c'était un navire à moteur qu'il fallait à Phileas Fogg s'il voulait déjouer la malchance. Son attention fut attirée par l'Henrietta, un steamer à coque de fer dont tous les hauts étaient en bois, et qui, justement, avait mis ses machines sous pression, ce qui annonçait un départ imminent. « Le capitaine, s'il vous plaît ?»« C'est moi. »« Je suis Phileas Fogg de Londres. »« Et moi, Andrew Speedy de Cardiff. »« Vous avez des passagers ?»« Pas de passagers, jamais de passagers, marchandises encombrantes et résonnantes. »« Voulez-vous de moi et 3 autres personnes pour Liverpool ?»« Je vais à Bordeaux, pas à Liverpool. »« Je suis prêt à vous payer n'importe quel prix. »« Je m'en moque. »« Les armateurs de l'Henrietta ne seraient peut-être pas de cet avis. »« Les armateurs, c'est moi. Ce navire m'appartient. »« Je vous l'affrète. »« Non. »« Je vous l'achète. »« Non. » Cette fois, Phileas Fogg avait affaire à rude partie. Mais il ne sourcilla pas. Et puisque le capitaine Speedy voulait absolument aller à Bordeaux, il proposa 2000 $ par personne pour aller à Bordeaux. C'était une somme colossale, qui valait bien que l'on oublie son antipathie pour les passagers. D'ailleurs, à ce prix-là, ce n'était plus des passagers, c'était de la marchandise précieuse. Je pars à 9 heures, et si vous et les vôtres vous êtes là? Il était 8h30. À 9 heures, les 4 passagers étaient là, et l'Henrietta pouvait appareiller. La journée se passa à merveille. L'Henrietta marchait bien. Le lendemain à midi, ce ne fut pas le capitaine Speedy qui monta sur la passerelle pour faire le point, mais Phileas Fogg. À grands coups de banquenotes, il avait soudoyé l'équipage et fait enfermer dans sa cabine le capitaine Speedy qui ne cessait de hurler. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé de se rendre à Liverpool, et non pas à Bordeaux. L'inspecteur Fix était sidéré de tant d'audace, et il avait beau se dire que le vol de la Banque d'Angleterre, plus le détournement d'un navire, allait coûter très cher à Phileas Fogg, il restait sous le charme. Comment aurait-il pu en être autrement, d'ailleurs, lorsqu'il découvrait que ce gentleman distant et réservé, qui ne trahissait jamais aucun de ses sentiments, était aussi un remarquable marin. Sous son commandement, l'Henrietta avançait de toute la puissance de ses machines, dédaignant de hisser les voiles pour économiser le combustible. Cela n'allait pas pouvoir durer éternellement, et un matin, le chef mécanicien vint prévenir Phileas Fogg qu'il fallait réduire la vapeur si l'on voulait arriver au port. « Ne vous en préoccupez pas et continuez à chauffer au maximum. » 2 jours après, ce qui devait arriver arriva, l'Henrietta était à court de charbon, et dans quelques heures, elle ne disposerait plus que de ses voiles. Phileas Fogg demanda à Passepartout de lui amener le capitaine Speedy sur le pont. « Pirate !» hurla le capitaine dès qu'il apparut sur le pont. « Je vous ai fait venir, monsieur, écumeur de mer, pour vous prier de me vendre votre navire. »« Jamais !»« C'est que je vais être obligé de le brûler. »« Brûler mon navire ?»« Du moins ce qu'il comporte de bois, car nous n'avons plus de combustible. »« Brûler mon navire? Un navire qui vaut 50 000 $? » ?»« Je vous en offre 60 000. » Et en voyant la liasse de billets que Phileas Fogg tenait à la main, le capitaine Speedy ne trouva plus un mot à dire. Il vous restera d'ailleurs la coque de fer et le moteur. C'était pour le capitaine Speedy la plus belle affaire de sa vie, et il fut dès cet instant le plus acharné à bousculer son équipage pour détruire tout ce qu'il y avait de bois sur le pont et dans les cabines. Tous ces efforts risquaient bien d'être fort inutiles. Le 20 à 10 heures du soir, le navire ne se trouvait que par le travers de Queenstown. Il lui fallait encore 24 heures pour atteindre Liverpool. C'était le temps dont disposait Phileas Fogg pour gagner son pari. Queenstown, dites-vous? C'était en Irlande un lieu de passage de train rapide. Phileas Fogg s'y fit débarquer, et le 21 décembre à midi moins 20, après avoir embarqué à Dublin sur un autre navire, il débarquait enfin à Liverpool. Il ne lui fallait pas plus de 6 heures pour atteindre Londres. C'est à ce moment-là que l'inspecteur Fix s'approcha et lui mit la main sur l'épaule. « Vous êtes bien le sieur Phileas Fogg ?»« Oui, monsieur. »« Au nom de la reine, je vous arrête. » Phileas Fogg était en prison, attendant son transfert pour Londres. Il n'y avait plus maintenant aucune chance pour qu'il gagne son pari. Aussi, lorsqu'à 2h30 de l'après-midi, 30 minutes après que fut parti le train pour Londres, Fix apparut devant lui hors d'haleine et balbutia « Monsieur, pardon,
Une ressemblance déplorable. Voleur arrêté depuis 3 jours. Vous êtes libre. L'imperturbable Phileas Fogg ramena ses 2 bras en arrière et, avec la précision d'un automate, frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. Il avait bien tapé, mais il était ruiné. Et dès qu'il fut revenu en compagnie de Passepartout et de Madame Aouda au numéro 7 Saville Row, il s'enferma dans sa chambre pour y rester toute la nuit et une bonne partie de la journée suivante. Vers 7h30 du soir, il fit demander à Madame Aouda de bien vouloir le recevoir. « Madame, lui dit-il simplement, avec son flegme habituel, j'avais songé à vous associer à mon existence et à mettre ma fortune à votre disposition. Mais maintenant je suis ruiné, et il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Madame Aouda, en larmes, lui expliqua que l'argent n'avait aucune importance lorsqu'on était 2 dans la vie. Le gentleman, au fond, ne demandait qu'à se laisser convaincre. Et sur l'heure, il fut décidé que Madame Aouda deviendrait Madame Phileas Fogg. Passepartout allait demander au révérend Samuel Wilson s'il peut nous unir demain lundi. C'était ce qui allait tout sauver. Passepartout, un instant plus tard, revenait hors d'haleine. « Impossible pour demain! Demain, c'est dimanche! Et aujourd'hui, nous sommes samedi, 20 décembre! En tournant autour de la Terre, nous avons gagné 1 jour! Seulement, il ne vous reste plus que 10 minutes! » 10 minutes plus tard, à 8h45 exactement, Phileas Fogg faisait son entrée dans le grand salon du Reform Club. Il avait gagné. La fortune qu'il avait dépensée au cours de son voyage ne lui laissait sur l'enjeu que 2000 livres, mais il avait gagné son pari et le bonheur. C'était là l'essentiel.